C'était pas trop compliqué en fait. Merci. Bon, la séance dernière appelle-t-elle des remarques? Le PV est adopté. Idem pour les décisions. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Pas davantage. Elles sont adoptées. Donc nous en venons immédiatement à l'élection des délégués municipaux dans le cadre des élections sénatoriales. Donc ce soir, la date était imposée à l'ensemble des conseils municipaux des Vosges par la préfecture. Et donc il s'agit de nommer des délégués qui choisiront les sénateurs lors d'élections qui se tiendront soit à Épinal, soit à Golbet. Le site n'est pas encore totalement calé. On avait été interrogé pour accueillir les élections à la Rotonde, mais dire que si les assesseurs voulaient devenir fous avec l'acoustique de la salle ronde, qui pouvaient venir. Donc je vais suggérer de ne pas le faire à Taon-les-Vosges. Donc ce sera à Épinal ou Golbet, je pense. Évidemment, la liste que chaque électeur votera personnellement. C'est pas parce qu'il y a une liste communale que chaque membre de la liste doit voter la même chose dans le cadre des élections sénatoriales. Il est fort à parier que les candidats aux élections sénatoriales demanderont à rencontrer ce qu'on appelle les grands électeurs, notamment les conseillers municipaux, pour faire valoir leur point de vue, leurs avis, dans le cadre donc du mandat qu'ils pourront porter pour la prochaine mandature. Donc le mandat de sénateur dure 6 ans. Donc ce que j'ai proposé notamment à Stéphane Keller, c'est qu'on ne se retrouve pas dans la contrainte d'avoir 2 listes scindées qui, par le jeu des votes, auraient de toute façon donné le même résultat, c'est-à-dire grosso modo 17 sièges pour la majorité, 2 pour la minorité, et donc d'inclure directement 2 élus donc de la liste conduite par Stéphane Keller, donc dans la liste générale proposé, voilà, et de garder globalement pour l'ensemble des élus de la majorité l'ordre du tableau tel qu'il figure au sein du conseil municipal. Donc j'établis pas de stratégie particulière dans la volonté que l'un ou l'autre vote pour tel ou tel sénateur. Je sais que ça se passe différemment dans d'autres villes, et c'est leur droit d'ailleurs. Donc ce scrutin doit se tenir à bulletin secret. Pour organiser ce scrutin, la préfecture met ceinture et bretelles. Il faut que les 2 membres les plus âgés de l'Assemblée assurent la surveillance des opérations de vote, notamment pour le contrôle de l'urne et des émargements, et les 2 plus jeunes participent aux opérations de dépouillement. Voilà, donc je suis désolé, mais les 2 membres les plus âgés de l'Assemblée sont Francine et Françoise, il en faut, moi on le sait. Ah oui, ça change pas. Et puis c'est Sophie et Emma, les plus jeunes, effectivement, donc qui participeront, qui géreront les opérations de dépouillement. Donc comme je vous l'ai dit, les élus qui ont une procuration voteront pour l'élu absent qui leur ont confié leur voix pour le conseil municipal et notamment pour cette opération de vote. Donc les bulletins sont là, le bulletin est là même, donc effectivement vous retrouvez 19 titulaires et vous retrouvez 6 suppléants. Et donc on va bientôt pouvoir commencer les opérations. Je ferai ça, je vais énumérer, je vous demanderai de vous déplacer si vous voulez bien. Parce que ce sera plus facile pour signer et puis que les opérations de vote soient les plus claires. Donc je vous demande évidemment de vous munir d'un stylo, même si je pense qu'il y en a un. C'est bon, ouais, donc c'est bon. Tout a été prévu, merci. Et donc de bien, vous pouvez le plier, ne le pliez pas forcément pour en faire un confetti, mais peut-être en 2-3 fois. Et puis donc on procédera ensuite au dépouillement. Donc attention, si vous raturez, si vous mettez quelque chose, une mention manuscrite, le bulletin sera nul. Que les choses soient quand même claires, ça me semble important. Donc je vous propose de démarrer. On peut laisser les assesseurs prendre position, si vous le voulez bien. Je vous remercie, mesdames. Et on va faire ça dans l'ordre, effectivement, donc
du tableau par ordre alphabétique, des noms. Donc, Corinne André n'est pas là, donc je demande à Marie-Laure Bontemps de voter. Je propose que tu votes en même temps pour toi, hein, et donc ne pas revenir une deuxième fois. Voilà, donc il faut les deux bulletins. Il en faut un deuxième. Donc, Corinne André et Marie-Laure Bontemps se préparent. Michel Balland, qui votera aussi pour Jean-Louis Vinel. Ensuite, Denis Baptiste. Aurélien Bétis peut se préparer. Ensuite, Thierry Bisson, qui votera aussi pour Jennifer Kupfer. Aurélien vote pour Romuald Monjonjean également. Merci. Françoise. Ensuite. C'est bon? Allez, ensuite Eric Blaise. Peut se préparer Muriel Carelli. Puis Nadège Denis. Vous pouvez y aller. Yannick Payot votera pour Carole Dufour et il votera pour lui-même. Virginie Faïs. Ensuite, Michael Tisserand votera pour Madani Filali, votera pour lui-même aussi. Ensuite, peut se préparer Vanessa Gombert. Puis moi-même. Après moi, Gaël Héritier. Stéphane Keller. Donc ensuite Sophie Lebrun-Gobert. Anthony Louis, ce qui sera suivi par Anthony Lutringer. Jean-Noël Marquer. Hélène Michel Béchet.
Après Hélène, ce sera Francine. Moine. Ensuite, Stéphane Perry. Chantal Vautrin. Et Emma Zabé pour conclure. Ok, Emma et Sophie pourront se préparer, si vous le voulez bien, merci, pour les opérations de dépouillement.
Merci mesdames, c'était rapide et efficace. Dès lors, la liste sur les 31 bulletins exprimés, la liste commune proposée en recueilli 29 voix, elle est donc élue et aura l'occasion de représenter le conseil municipal lors du scrutin des élections sénatoriales dont les dates nous seront recommuniquées prochainement. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Non, le scrutin a parlé. Allez, je vous propose de continuer donc sur un échange de terrain sans soult de parcelles sur la commune, bien sûr. Donc, dans le cadre des travaux qui ont eu lieu rue de Lorraine, on a une parcelle qui est propriété donc de Madame et de Monsieur Vautrin. Donc, il s'agit bien de Chantal, hein, donc qui ne prendra pas part au vote, bien entendu. Il y a une partie donc de la parcelle qui est intégrée au parking que nous avions nouvellement créé à l'intersection de la rue des Sauces-Vanais et de la rue de Lorraine. Donc ces choses étaient évidemment convenues par un accord oral lors des travaux, mais il s'agit effectivement de rectifier la situation. Et donc, Madame et Monsieur Vautrin sont également propriétaires de la parcelle BD 487 qu'on va vous montrer. Alors que nous avons la parcelle BD 486. Voilà. « 486, donc vous voyez, c'est la parcelle triangulaire là sur laquelle la souris se balade, hein, qui a la commune, et la 485 qui est juste à côté, et qui, vous voyez bien, elle a une partie triangulaire comme un aileron de requin là, qui vient dans la partie, enfin c'est plutôt le parking de la mairie qui est allé dans la 485, pour être clair. Donc on propose globalement d'échanger les parcelles 485 et 486 pour mettre en ordre en fait les règles de propriété. C'est pratique pour nous, c'est pratique pour les consorts, et donc ça permet de finaliser cette opération qu'on propose effectivement sans soult, puisqu'on les parcelles sont estimées à 7 € du mètre carré pour les deux parcelles concernées. Et donc on propose un échange foncier qui intervient sans soult, compte tenu de ce que je viens de vous dire. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions sur cette délibération? Non. Chantal, tu ne participes pas au vote. On ne va pas te demander d'aller te cacher. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Nous avons un avenant à la convention de construction du nouveau centre d'incendie et de secours. Ce n'est pas la première fois qu'on délibère et qu'on redélibère sur le sujet. Donc en fait, on a une convention qui nous lie avec le service départemental d'incendie et de secours, puisque comme les communes de Chavelot et d'Igné, nous participons en partie au coût donc, de la construction du nouvel équipement. Donc on avait simplement un calendrier, un échéancier de paiement qui a été revu à la demande notamment des 3 communes, puisque le calendrier initial amenait un premier paiement en 2024 alors qu'il ne se passait pas grand-chose, puis 2025 où nous avons considéré qu'il ne s'était pas passé assez de choses pour décaisser l'argent. Et le président du conseil d'administration du SDIS nous a sollicité pour qu'on puisse tout de même autoriser dès 2026 le paiement de la première année de contribution. Donc c'est une contribution sur 3 ans, elle est prévue depuis longtemps dans nos prospectives budgétaires, et globalement on considère que là on peut y aller, si je puis dire, puisque des coûts importants ont lieu dès 2026, puisqu'il y a eu le choix toute fin 2025, même un peu avant, de l'architecte et du groupement d'entreprises. Il y a le dépôt du permis de construire, il y aura effectivement ensuite un début de construction qui interviendra fin 26, début 27, nous verrons bien, et l'inauguration en 28. Donc on propose effectivement un échelonnement plus cohérent avec le phasage des opérations et des travaux. Ce qui m'amène à vous demander effectivement donc de porter l'échéancier pour l'année 2026, 27-28 à 220 539 € par an. Donc pour un total qui ne vous aura pas échappé de 661 617 €,
Pour mémoire, Chavelot contribue à hauteur de 104 928 € et la commune d'Igné à hauteur de 85 245 €. Je rappelle qu'on a réussi à conserver le bénéfice d'une très importante subvention qu'on avait obtenue dans le cadre de la dotation de solidarité à l'investissement local, grâce à l'époque à Julien Le Goff, de plus de 700 000 €. Et cette somme a été consolidée récemment dans le plan de financement. J'y ai beaucoup veillé puisque j'avais une crainte par rapport aux décisions qui a été prise en 2020, début 2021, et que l'opération ait mis du temps à se réaliser. Voilà, vous savez tout ou quasiment sur ce rapport. Je crois que nous serons prochainement invités à redécouvrir les locaux actuels par le lieutenant Leroux. Et nous avons hâte, effectivement, et je pense surtout les sapeurs-pompiers de Thaon-les-Vosges ont hâte que cette opération démarre, et on peut le comprendre. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques sur cette délibération? Non? Donc je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Je demande bien entendu l'avis du conseil municipal sur également une initiative qui paraît peu importante dans les faits, mais qui peut en avoir pour le travail d'archivage et de mémoire pour ce qui s'est produit sur la ville de Thaon-les-Vosges, puisque quand les registres d'état civil ont plus de 120 ans, ils peuvent être déposés, conservés, classés et ensuite communiqués par les archives départementales, qui font un travail d'ailleurs assez remarquable dans les Vosges. Et donc dans ce cadre, je vous propose de déposer les registres suivants. Les registres de décès, il y a 2 registres à déposer qui couvrent la période de 1895 à 1904. En ce qui concerne les mariages, 3 registres qui couvrent la même période, et les naissances, 2 registres qui couvrent la période également de 1895 à 1904. Donc il faut une convention avec les archives départementales, et donc on pourra se féliciter de cette initiative, puisque les archives départementales, contrairement à la commune de Thaon-les-Vosges, disposent des conditions nécessaires à la conservation pérenne de ces documents qui peut-être aujourd'hui peuvent sembler avoir une valeur assez limitée, mais qui pour des généalogistes, pourquoi pas également de futurs maires, dans plusieurs décennies, pourront avoir un intérêt particulier, et comme il peut en avoir dès à présent d'ailleurs dans le cadre de certaines recherches, sur une période qui était particulièrement importante et dynamique pour la ville de Thaon-les-Vosges. Donc il y a aussi une portée historique pour des chercheurs, des historiens, que sais-je. Voilà, chers collègues, je vous demande donc de valider le dépôt de ces registres d'état civil aux archives en m'autorisant à signer la convention afférente. Oui. Voilà, donc j'ai une question. Girmont et Honcourt étant désormais des quartiers de Thaon-les-Vosges, ils ne disposent plus des compétences d'une commune autonome, notamment en matière d'état civil. Pouvez-vous me préciser quelles sont les modalités actuelles de conservation des registres et documents d'état civil des anciennes communes de Girmont et d'Honcourt? Par ailleurs, comment les habitants de ces quartiers effectuent-ils aujourd'hui leurs démarches administratives liées à l'état civil, et une information spécifique leur a-t-elle été communiquée concernant ces nouvelles modalités? Écoutez, entendre de votre bouche qu'ils sont des habitants de quartier. Moi, je trouve ça particulièrement offensant vis-à-vis de communes qui sont aujourd'hui effectivement des communes déléguées, mais qui ont le statut juridique de communes déléguées et qui n'ont pas le statut juridique de quartier. Alors, je vous laisserai la pérennité de ce parrainage. Mais j'imagine que ce ne sont pas les habitants de Girmont ou d'Honcourt qui vous inquiètent. C'est plutôt, j'imagine, le fait de pouvoir critiquer une décision qui pourtant a été prise par référendum, par le peuple. Il me semble que votre parti veut faire des référendums environ toutes les semaines. Alors, vous voyez, ici, moi je l'ai fait, contrairement à vous. Premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, en ce qui concerne la conservation des registres d'état civil, justement, il se trouve que j'ai pu avoir besoin d'accéder à certaines reliques, si je puis dire, qui se trouvent dans des armoires, fort mal accommodées à mon avis pour des conditions de conservation correctes. Donc je préfère effectivement dans un premier temps, et c'est ce qui va être produit, que ces archives et ces registres d'état civil soient effectivement
enregistrés au sein de la commune de Thaon-les-Vosges, et ils feront de la même manière l'objet d'un archivage aux archives départementales, le moment venu, quand les délais de prescription seront enregistrés, comme nous venons de le faire. Et en attendant, ben moi je me félicite, puisqu'il ne me semble pas que l'hôtel de ville soit si éloigné, l'hôtel de ville de Thaon-les-Vosges soit si éloigné d'Oncourt et de Girmont que cela, et que ça permet aujourd'hui, grâce à des agents dont c'est le métier, avec une mairie très largement ouverte, eh ben, de permettre aux Onocursiens et aux Girmontais, in fine, eh bien, d'accéder effectivement plus facilement et dans de meilleures conditions effectivement aux éléments d'état civil tels que j'ai pu le mentionner. Donc je ne sais pas si, puisqu'on parle de quartier, je me permets d'y lire, moi, forcément, une sorte de polémique qui me semble stérile. Et s'agissant plus précisément effectivement des conditions de conservation des documents, elles me sembleront bien meilleures dans le cadre de nos nouvelles organisations politiques et administratives que ce n'était le cas auparavant. Ce sera donc effectivement ma réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous avez peut-être une question complémentaire? J'imaginais bien. Très bien. Je mets cette délibération au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ensuite, pour la commission d'appel d'offres, il s'agit de proposer une rectification pour apporter la délibération du 9 avril, puisqu'en fait nous avions prévu notamment que j'étais dans la liste des membres titulaires proposés, et en fait le maire est membre de droit de la commission d'appel d'offres, ce qui nous donne la possibilité d'ajouter un nouveau membre. Je vous propose donc d'ajouter Emma Zabé, si vous le voulez bien, en sachant que les membres titulaires seraient donc Yannick Payot, Chantal Vautrin, Michel Balland, Emma Zabé et Stéphane Keller, et que les membres suppléants sont Thierry Bisson, Jennifer Kupfer, Jean-Louis Vinel, Denis Baptiste et Virginie Faïs. Donc, d'abord, je dois vous demander si vous êtes d'accord de voter. J'ai besoin de l'unanimité pour nous éviter un vote à bulletin secret. Est-ce que je peux considérer que j'ai cette unanimité-là? Oui, très bien, tant mieux. Et donc ensuite, je vous propose donc de mettre aux voix donc à main levée, effectivement, cette élection. Donc, par rapport à ces listes dont je rappelle la composition, les membres titulaires Yannick Payot, Chantal Vautrin, Michel Balland, Emma Zabé, Stéphane Keller, les membres suppléants Thierry Bisson, Jennifer Kupfer, Jean-Louis Vinel, Denis Baptiste et Virginie Faïs. Est-ce qu'il y a des autres candidats? Non, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous devons également changer le siège du groupement forestier de la foresterie en raison des dernières élections qui ont lieu dans ce groupement syndical et qui ont amené le maire de Palnier à en devenir le président. Et donc, comme il est de coutume, et comme les statuts le permettent et le prévoient, le siège social serait donc affecté à la mairie de Palnier, si vous le voulez bien, avec le déménagement effectif du siège. Alors je vous rassure, c'est une opération pas si impressionnante que cela. Et les statuts du groupement syndical forestier doivent être modifiés conformément à la décision de l'organe compétent et aux règles applicables aux groupements syndicaux forestiers. Donc ça n'a pas d'importance particulière, c'est une simple modification statutaire du siège social. Et donc je vous propose donc d'approuver cette délibération. Est-ce qu'il y a des questions? Je se réjouir, Palnier n'est pas encore un quartier de Thaon-les-Vosges. C'est Thaon-les-Vosges qui est un quartier de Palnier, là en l'occurrence, vous voyez. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je vous propose une délibération sur l'organisation du temps de travail de nos assistantes maternelles et nos animateurs périscolaires qui travaillent sur les 3 groupes scolaires de la commune, parce qu'effectivement, ils travaillent déjà selon les règles d'annualisation, vous l'avez fort bien compris, notamment en raison de l'organisation du calendrier scolaire. Et donc, c'est une organisation qui permet une répartition efficiente, bien entendu, de leur temps de travail sur toute l'année, en fonction des besoins des différents services. Et puis, en fait, il s'agit de rectifier une erreur, puisqu'il n'y a pas de délibération formelle de l'organe délibérant, alors que cette disposition est mise en œuvre depuis fort longtemps. Donc, je vous propose effectivement
d'acter par délibération cette annualisation du temps de travail pour les ATSEM, mais aussi pour les animateurs périscolaires, en sachant que le comité social territorial qui était réuni le 22 mai dernier a adopté à l'unanimité cette disposition. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Non. Je me vois qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Nous proposons également de toiletter les autorisations spéciales d'absence. Les agents publics peuvent solliciter auprès de leur employeur, le maire en l'occurrence, des absences pour des motifs personnels, pour des motifs familiaux ou civiques, et ils ne perdent pas de rémunération, ils ne perdent pas leur congé dans ces circonstances. Elles constituent du temps de travail effectif. Et donc, il y a des autorisations de droit qui sont applicables d'office. Ce n'est donc pas l'objet de la délibération. On va parler des ASA, des autorisations spéciales d'absence, dites discrétionnaires, terme qui semble un peu brutal comme ça, mais qui en fait sont à la main de l'organe délibérant, et donc du conseil municipal. Et donc nous avons sollicité également les représentants des élus et également du personnel le 22 mai dernier pour essayer d'améliorer les pratiques qui étaient mises en place, notamment à l'aune d'observations pratiques et des réalités des agents dans ces circonstances. Par exemple, un mariage ou un PAX est proposé d'attribuer 5 jours consécutifs après le mariage ou le PAX dans les 3 mois qui suivent le mariage ou les 15 jours qui précèdent. Auparavant, c'était 4. Pour le mariage d'un enfant, on propose 2 jours consécutifs dans la semaine qui précède ou qui succède le mariage. C'était 1 jour jusqu'à présent. En ce qui concerne le décès d'un conjoint, qui inclut le jour du décès ou les obsèques, propose d'attribuer 5 jours à la place de 3. Pour le décès d'un parent d'agent, qui doit inclure le jour du décès ou les obsèques, 2 jours, plus, et ça également une nouveauté, 1 jour de plus si la distance est supérieure à 100 km pour se rendre au domicile ou sur le lieu du parent. C'était 1 jour jusqu'à présent. Pour la garde d'un enfant malade sur présentation d'un certificat médical explicite, alors je ne sais pas s'il y a des certificats médicaux non explicites, mais on propose 6 jours par an, 12 si le parent est isolé, c'est la même chose. Pour le décès d'un grand-parent d'agent, on propose 1 jour, c'est ce qui était fait, en ajoutant 1 jour, là également, si la distance est supérieure à 100 km. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais effectivement, aujourd'hui, on constate l'éclatement des familles, l'éloignement, et il arrive de plus en plus souvent qu'on habite loin de ses parents et loin de ses grands-parents. Pour un concours, il s'agit là donc effectivement des concours dans le cadre de l'évolution dans les administrations. Le jour de l'épreuve, pour l'écrit, une demi-journée d'épreuve en cas de qualification pour l'oral. Et des nouvelles dispositions, celles que je vais énoncer donc n'existaient pas. Pour un déménagement, nous proposons donc 1 jour d'autorisation spéciale d'absence, donc ça ne consomme pas les congés, je le rappelle. Également une disposition qui nous semble intéressante pour le don du sang. Pour favoriser cet acte altruiste, nous proposons donc 2 heures, 2 fois par an, qui comprend le déplacement, bien entendu, entre le lieu de travail et le site de la collecte, l'entretien préalable, au don, les examens nécessaires, le prélèvement et la collation. Ça peut vite prendre du temps. Même quand on prend rendez-vous, parfois on se rend compte que la gestion des rendez-vous, c'est un peu aléatoire. C'est pas grave, hein, c'est ainsi. Ensuite, pour le bénévolat auprès d'une association, je souhaite mettre en avant l'engagement, ça c'est une disposition assez importante, me semble-t-il. Les autres le sont bien sûr tout autant, hein, et voire plus, mais celle-ci est peut-être un peu plus innovante. 8 heures par an pour permettre en fait aux agents de la commune de s'engager dans leur association pour aider à tout un tas de manœuvres, qu'ils soient d'ailleurs au bureau ou pas, hein, et même s'il s'agit d'une aide à l'installation d'un événement, ça nous paraît intéressant. Ça permet aussi de favoriser l'implication de nos agents dans le tissu associatif, et pas qu'à Taon-les-Vosges d'ailleurs.
En ce qui concerne des grossesses, nous proposons 1 heure par jour à compter du premier jour du 6e mois de grossesse. Cette disposition est assez usuelle dans les entreprises et les collectivités, mais elle n'était pas mise en œuvre de droit, si je puis dire, au sein de notre collectivité. Évidemment, toutes ces autorisations spéciales doivent être assorties de justificatifs appropriés, bien entendu, acte de décès, acte de mariage, bulletin de mariage, pardon, attestation de présence, et d'une demande préalable auprès de son supérieur qui accorde l'autorisation sous réserve des nécessités de service. Bien entendu, dans l'immense majorité des cas qu'on vient de citer, il serait assez maladroit de ne pas les autoriser. Pour les autorisations d'absence de droit qui ne sont pas dispensées de demande, effectivement, il n'y a pas de justificatif particulier. Le refus est possible là aussi s'il y a en cas d'impact majeur sur le fonctionnement de la commune, mais là de la même manière, il est toujours entendu d'essayer de rendre les choses plus faciles. Voilà, donc elles doivent, bien sûr, ces autorisations d'absence sont posées en jour ouvrable, ça va sans dire. Est-ce que vous avez des remarques sur ces propositions? Elles ont été validées par le comité social et territorial du 22 mai dernier. Oui. Je vous remercie. Ensuite, pour les indemnités horaires pour travaux supplémentaires, il faut également donc fixer une délibération, puisque la trésorerie nous le demande. On avait déjà délibéré en 2022, mais la trésorerie nous demande d'insérer explicitement les références réglementaires applicables à ces indemnités horaires pour travaux supplémentaires. Donc vous avez la liste en dessous, je vous en fais grâce. Peut-être est-il utile de rappeler ce que sont ces indemnités horaires pour travaux supplémentaires pour celles et ceux qui ne seraient peut-être pas familiers. Donc en fait, ce sont les agents à temps complet ou à temps non complet. En ce qui concerne les agents à temps complet, ils peuvent être les heures supplémentaires qu'ils réalisent peuvent être compensées par un repos ou peuvent être indemnisés en l'absence de récupération. Les agents de catégorie A ne peuvent pas percevoir ces indemnités horaires qui sont concentrées pour les agents de catégorie B et C. Le volume d'heures supplémentaires, il est limité à 25 heures par mois, sauf circonstances exceptionnelles, bien entendu, sur décision du maire, avec information immédiate au comité social territorial. Et les modalités de récupération ont été validées par un comité technique de 2017 et il ne semblait pas nécessaire de les revoir. Les heures complémentaires concernent aussi les agents donc à temps non complet pour les heures effectuées donc au-delà de leur durée de service et dans la limite de 35 heures hebdomadaires qui est le cadre législatif. Donc au-delà de ce seuil, les heures complémentaires ne seraient plus complémentaires mais supplémentaires et relèveraient donc du régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires. Et donc la rémunération d'une heure complémentaire est calculée selon des dispositions fixées par décret. Au sein de notre collectivité, donc je vous rappelle les grades qui sont susceptibles de percevoir cette indemnité, ce sont les adjoints techniques, les agents de maîtrise, les adjoints administratifs, les rédacteurs, les animateurs, les adjoints d'animation, les techniciens, les ATSEM, les agents sociaux, les agents de police municipale. Les agents de droit privé relèvent du droit commun en matière de compensation ou de rémunération des heures qu'ils effectuent. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Là aussi, ça a été validé par le comité social et territorial le 22 mai dernier. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Non. Je me vois. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, il y a pas mal de délibérations RH. Donc encore une modification du tableau des effectifs. On essaye à chaque fois que nous le pouvons, et à l'occurrence à chaque conseil municipal, de fermer et d'ouvrir les postes nécessaires ou qui ne sont plus nécessaires dans le tableau des effectifs.
Là aussi, le comité social territorial a rendu un avis positif le 22 mai dernier. Donc je vous propose de supprimer les postes qui ne correspondent pas au grade retenu pour les derniers recrutements, notamment en ce qui concerne la police municipale. Donc nous avons recruté Geoffroy Turu et donc nous n'avons plus besoin du poste de chef de police municipale à temps complet et du poste de brigadier-chef principal à temps complet, étant entendu que nous avons tout de même un chef de police municipale. Il y a une différence entre la dénomination du poste et les grades. Nous pourrons également fermer 2 postes de rédacteur principal de première classe à temps complet, un poste de rédacteur principal de deuxième classe à temps complet, un poste de rédacteur à temps complet, 2 postes d'adjoint administratif principal de première classe à temps complet et un poste d'adjoint administratif principal de deuxième classe à temps complet. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions? Non. Je vous vois qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Je vais également vous proposer de créer un CST commun entre la ville et le CCAS. Donc, le CST est créé, on a encore reparlé tout à l'heure, donc dans chaque collectivité ou établissement qui emploie au moins 50 agents, ainsi qu'auprès de chaque centre de gestion pour les collectivités et établissements qui ont moins de 50 agents. On peut décider, par délibération concordante de la commune et du CCAS, de créer un comité social territorial unique qui sera compétent à l'égard des agents tant de la ville que du CCAS. Je pense qu'il me semble en tout cas intéressant de pouvoir disposer de ce CST, de ce comité social territorial unique pour l'établissement qui est le CCAS et pour la collectivité, étant entendu et rappelé qu'au 1er janvier, la commune avait 98 agents et que le CCAS en avait 3. Et donc, nous pouvons, si vous en êtes d'accord, approuver la création de ce CST unique qui traitera donc des affaires respectives de la commune et du CCAS, étant entendu que pour la commune, effectivement, le volume est un petit peu plus important, comme vous l'aurez compris. Est-ce qu'il y a des questions sur cette proposition, des remarques? Non, je me vois. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ensuite, nous devons préparer les élections professionnelles qui auront lieu le 10 décembre, je crois. Je ne sais pas si je l'ai encore là. C'est le 10 décembre. Hein. Je ne suis pas sûr de l'avoir dans la délibération. Donc, nous avons en fait effectivement les élections professionnelles à mobiliser. On a questionné les syndicats, les organisations professionnelles pour savoir le nombre de représentants du personnel qui leur semblait adéquat, et nous avons donc ensuite proposé au comité social territorial, aux représentants élus et surtout aux représentants du personnel, donc de fixer à 3 le nombre de représentants du personnel, puisque nous avons fixé à 3 le nombre de représentants pour la commune en début de mandat, et que nous tenons à ce paritarisme, qui me semble essentiel et important dans l'esprit de ces instances. Donc c'est exactement, j'ai pas besoin de rajouter davantage, mais il faut que effectivement le conseil municipal également donne un avis en bonne suite de l'avis du CST qui a validé cette proposition. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions? Non, je me vois. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ensuite, nous avons le registre social unique de 2024 à aborder, qui est un registre obligatoire qui doit être communiqué au conseil municipal tous les ans, qui rassemble les éléments principaux des résultats conformes aux lignes directrices de gestion qui ont pu être mises en place par la collectivité. Ces lignes directrices de gestion seront d'ailleurs à revoir dans quelques temps. On attendra la remise en place d'un nouveau comité social territorial. Et donc, si vous voulez, ce rapport, ce registre, il permet de regarder ce qu'il en est en matière d'absentéisme, ce qu'il en est en matière d'accidents du travail, de maladies professionnelles, d'égalité entre les hommes et les femmes, ou les femmes et les hommes, pardon, de l'inversion, pour constater quelle est la politique de la collectivité à cet endroit. Et effectivement, quelle est la politique de formation également de la collectivité, qui enregistre les départs et les arrivées au sein de la commune.
Donc, si vous voulez bien, je vais vous épargner la lecture des 30 pages hein, qui sont consignées et que vous aviez reçues donc, avec la convocation à l'ordre du jour. Moi, ce qu'on peut un peu regretter, et sans doute ça donnera lieu à des améliorations, notamment de traitement de données entre la commune et le centre de gestion, c'est qu'on a aujourd'hui un registre 2024, alors que nous sommes au mois de juin 2026. Donc il y a quand même déjà une sorte de péremption, je veux dire, hein, de, des données que nous lisons. Elles ne sont pas moins importantes. Il paraît visiblement qu'il y a beaucoup de communes qui ne le font pas, qui ne s'inquiètent pas trop de ça. Donc on essaye nous de se mettre dans les clous et donc fort heureusement on a un rapport à produire. J'espère que celui de 2025 pourrait être produit un peu moins tard que celui de 2024. Néanmoins, il reste tout à fait intéressant à parcourir. Hein. Vous pourrez observer notamment que même si c'est pas le fruit, c'est pas le contenu le plus important qui est ciblé dans ce rapport, mais qu'on reste dans une collectivité, par exemple, qui n'est pas, j'ai entendu le terme dans une autre ville du département des Vosges, mais qui n'a pas une armée de Mexicains, de cadre A en trop fort nombre. Vous pouvez le constater notamment dans ce rapport. Vous pourrez constater dans ce rapport également qu'on a plutôt une majorité de personnel féminin, qu'en termes d'écart entre les rémunérations, l'écart qui existe, il est plutôt le fruit d'une différence de temps de travail, sur notamment d'un choix. Alors, il peut toujours y avoir un débat là-dessus, hein, mais un choix de quotité, de temps de travail à temps partiel, vis-à-vis d'un temps de travail à temps complet. Puisqu'il est encore, c'est heureux ou malheureux, chacun aura son interprétation, ce sont plutôt les femmes qui font le choix de travailler à temps partiel pour notamment s'occuper des charges de famille. C'est une réalité. Donc vous le retrouvez également dans ce rapport. On retrouvera dans ce rapport également le fruit de la masse salariale, qui là aussi est vraiment très contenue hein, au sein de la commune. Vous retrouverez également la part du régime indemnitaire par rapport au traitement principal. Là aussi, il y a un régime indemnitaire qui porte que sur 12% de la rémunération globale. Vous irez dans d'autres communes, vous verrez des taux notoirement plus élevés. Et on s'en réjouit pas, hein, c'est juste qu'on n'a pas les moyens de faire autrement. Hein, je veux dire, c'est tout, hein, c'est comme ça. Hein, donc, et qu'on doit tenir nos budgets. S'agissant du taux d'absentéisme, là c'est une donnée intéressante à regarder, mais il est vrai que dès que vous avez un agent qui malheureusement a une maladie longue et qui va être absent toute l'année, eh bien, il va imputer très fortement le taux d'absentéisme, qui n'est pas très élevé à Taon, puisqu'il est de 6% environ. C'est toujours trop, c'est en dessous de la moyenne nationale, mais on a quelques agents qui malheureusement ont des pathologies lourdes, et les jours d'absence sur une année, eh bien, cartonne, si je puis dire, le taux d'absentéisme. Et donc là, il n'y a pas de données intermédiaires qui sont prévues dans les registres sociaux uniques, et donc forcément, ça génère une interprétation particulière. 5 accidents de travail déclarés. Alors on peut se réjouir, pas qu'il y ait des accidents de travail, hein, bien entendu, mais ces accidents du travail qui concernent la filière technique donnent lieu à une analyse pour essayer d'améliorer les processus et de faire en sorte que ces accidents ne se reproduisent pas. C'est toujours 5 accidents de trop, bien entendu. Nous sommes tout proches en nombre, en part de travailleurs handicapés. Nous sommes à 5,8%, tout proche des 6%. Et là, en général, les collectivités, malheureusement, sont bien en deçà hein, de ces éléments-là. Je tiens à dire également que sur la prévention et les risques professionnels, en 2024, nous n'étions pas encore dans les clous par rapport aux documents uniques, au registre des risques psychosociaux, la démarche de prévention des troubles musculo-squelettiques, et également la démarche de prévention des risques cancérogènes. Vous verrez dans le registre de 2025 que nous avons largement progressé sur ces éléments-là, puisque ces documents et ces démarches existent depuis 2025.
Donc il y a 31% des agents qui ont suivi une formation d'au moins un jour. Hein, nous essayons vraiment d'insister sur la pertinence, la nécessaire implication des agents dans l'évolution de leur carrière. Et pour ce faire, il n'y a pas 50 solutions, il y a notamment les formations. Et donc il y a effectivement 31% des agents qui ont suivi une formation d'au moins un jour. C'est déjà un peu mieux que ce qu'on a pu voir, et ça doit encore progresser sur un budget qui a concentré 27 000 euros en 2024. Voilà, vous allez trouver évidemment un certain nombre d'éléments sur évidemment la politique sociale, de protection sociale complémentaire que nous avons également mis en place au niveau de la collectivité, sur lesquels le centre de gestion est également particulièrement actif. Et ensuite, vous avez peut-être vu et pu regarder les éléments focus, notamment sur l'absentéisme. C'est là que vous retrouvez, par exemple, sur les 2300 jours d'absence sur 2024, eh bien, notamment 2 agents qui ont été absents toute l'année, et ça plombe effectivement les statistiques. On essaye également de remplacer autant que possible les agents quand ils sont absents pour essayer d'éviter de dégrader les conditions de travail des agents de la commune. Et à noter également qu'on a une pyramide des âges un peu également qu'il faut anticiper dans la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, notamment au service technique. On a quelques agents qui ont des technicités, des spécialités très particulières en matière d'électricité, par exemple, de travail du métal, par ailleurs, ou du bois, qui vont, dans les années qui viennent, partir en retraite. Et donc, on a anticipé soit le remplacement, soit la réorganisation des services techniques, étant entendu qu'on ne cherchera pas à faire davantage d'économies sur la masse salariale, puisqu'on est déjà à un niveau qui est quand même nettement plus bas que les communes de notre taille. Mais c'est plutôt par le développement des compétences et des polyvalences qu'on arrivera sans doute à conserver des prestations de qualité. Vous pouvez le voir notamment, et on peut s'en réjouir, on réalise énormément de travaux en interne, ce qui nous permet en plus de réaliser non seulement des économies, mais aussi de valoriser le travail des agents. Et on peut noter, je pense quand même, on peut le dire, que quand ce sont nos agents qui réalisent des travaux, qui réalisent des mobiliers urbains, qui réalisent des places, eh bien, ils ont naturellement tendance à y en prendre soin, parce que c'est leur travail, et ils peuvent en être fiers, et j'en profite pour les remercier au passage. On a parlé des heures supplémentaires et complémentaires, et du télétravail que je déteste pour ma part, et donc je ne m'étendrai pas sur le sujet. Les départs et les arrivées, donc là... Également, moi je me souviens d'un article de décembre 2020, fort à décharge, en tout cas pas en ma décharge, vous l'avez bien compris, et plutôt en charge de la politique de la collectivité. Et parfois, vous voyez, il y a des personnes qui peuvent se fourvoyer dans leur interprétation. Puisque par exemple, dans les 15 départs que nous avions eus en 2024, si on prend le chiffre comme ça, vous dire, c'est une évasion, tout le monde s'en va. Il faut noter par exemple que les emplois saisonniers qui sont recrutés sur une année et qui s'arrêtent au bout d'une année sont dans les départs. C'est pas parce que le maire est un affreux jojo, c'est parce que le contrat s'arrête. De la même manière, en ce qui concerne les animateurs périscolaires, ils ont des contrats de courte durée, parfois ils sont reconduits, pas reconduits. C'est pas pour ça qu'il y a un énorme malaise dans la mairie. Ce serait juste bien, des fois, de s'intéresser aux données telles qu'elles sont, plutôt que de prendre des chiffres bruts de manière bête et de ne pas les regarder dans leur réalité. Mais vous voyez, depuis, je ne me suis même pas exprimé là-dessus. Je pense que le jeu n'en valait pas la chandelle. Voilà ce que je pouvais vous dire. Évidemment, ces éléments existent également pour le Centre communal d'action sociale, bien naturellement. Vous avez peut-être des remarques ou des questions sur ce registre social? Oui. Que les chiffres de 2024, parce que effectivement, je les trouve un peu inquiétants. Pour ma part, je vous avoue que le document est assez indigeste et je n'ai pris connaissance en long, en large, en travers. Moi, je l'ai trouvé inquiétant.
vous avez été plutôt rassurant, je dirais, dans l'ensemble sur les perspectives 2025, puisque vous énoncez quand même un certain nombre de mesures que vous allez prendre pour améliorer certains chiffres, notamment les dépenses liées aux formations de prévention sécurité. C'est vrai que je ne vous cache pas que la forte rotation interroge. Vous y avez répondu, donc on attend de voir les chiffres pour la prochaine année. Le reste, vous y avez répondu. Simplement, je me pose une question, c'est sur le plan disciplinaire, parce qu'on constate quand même 3 sanctions. Alors, c'est faible, mais je trouve que les faits sont d'une gravité importante. Donc, je me demandais si vous aviez pris des mesures immédiates, puisqu'on parle quand même d'insultes, violences, harcèlement moral et même harcèlement sexuel. Est-ce que vous avez fait le nécessaire pour protéger les victimes et les écarter des auteurs de ces faits? Et je remarque aussi un taux de signalement de 38,5 pour 1000 agents. Je voulais savoir aussi si vous aviez procédé à l'analyse qualitative pour être pleinement interprété, pour interpréter pleinement ces chiffres. Pardon. Voilà, est-ce qu'un bilan a été fait et est-ce qu'on pourra en avoir connaissance? Alors, je ne sais pas de quoi vous parlez en dernier lieu. En revanche, ce que je peux vous dire pour le signalement que vous avez indiqué, en fait, il y a effectivement un double signalement qui rentre dans ce registre que vous avez évoqué, donc de difficultés sur le plan sexuel ou sexiste. Ça rentre dans cette catégorie. Je pense qu'on peut se féliciter qu'un maire, à un moment donné, quand il est mobilisé, sollicité, sur un sujet qui n'était pas je peux vous rassurer, d'une très grande gravité, mais qu'il le prenne au sérieux et qu'il prononce effectivement une sanction. Si vous l'avez dans le rapport, c'est parce que j'ai prononcé une sanction. Malheureusement, et les faits récents d'une toute autre gravité nous le démontrent, c'est souvent l'absence de réponse et c'est l'absence de prise en charge de ces difficultés qui amène l'accroissement de ces difficultés-là. Donc ce que je peux vous dire, c'est que ce sujet, effectivement, a été traité. Il n'était pas, selon moi, d'une très grande gravité, mais il méritait un avertissement. Donc là, vous avez effectivement, dans l'échelle des sanctions disciplinaires, le stade le plus faible, en fait, de la sanction disciplinaire, avec effectivement une proposition pour le signalement qui a été fait, de donner la protection fonctionnelle, si besoin, aux requérants, ce qui n'a pas été mobilisé ou ce qui n'a pas été sollicité. Ce sont des faits, vous voyez, qui remontent à 2024, donc nous sommes en 2026. Ils n'ont pas donné lieu à de suite, ni des uns ni des autres, ni même à la saisine du pouvoir judiciaire. Je parle vraiment de faits qui me semblaient mineurs, mais qui me semblaient nécessiter tout de même une réaction pour éviter eh bien, de considérer que certains propos, par exemple, pouvaient se tenir dans notre mairie. Voilà, pour être précis. Alors en 2025, il n'y a pas eu ce genre d'avertissement, de signalement, mais l'absence d'avertissement ou l'absence de signalement n'est pas toujours une bonne nouvelle. Ça peut dire que parfois des faits ne sont pas vus, pas su. Hein, vous voyez, il faut avoir une interprétation mesurée en fait de ces choses-là. Moi, en tous les cas, ce que je peux vous dire, et j'ai la même politique actuellement dans l'établissement public que je préside, rien sous le tapis, vaut mieux aborder les problèmes tout de suite, essayer de les déminer quand ils sont d'une faible gravité. En revanche, quand ils sont d'une gravité plus conséquente, eh bien, je peux être en mesure, effectivement, de prendre d'autres mesures. Et ce qui a pu être le cas au titre de l'année 2026, au début de cette année 2026, s'agissant d'agissement d'un agent pour lequel j'ai mobilisé une enquête administrative, effectivement, du centre de gestion. Et ces agissements m'ont paru suffisamment graves pour que je mobilise le procureur de la République qui m'a indiqué récemment qu'il avait décidé d'ouvrir une enquête. Eh bien, je m'en réjouis. Absolument. Et que je continuerai à prendre au sérieux. J'ai un rôle de protection des agents. Vous savez que je suis exigeant, ça n'a pas manqué. Je crois que ça, pendant la campagne électorale, on n'a pas arrêté de dire que j'étais méchant. Eh bien, il m'arrive aussi parfois de protéger les agents dans le rôle qui est le mien, avec le meilleur discernement.
La difficulté, puisque cet après-midi, dans mes autres fonctions, j'ai eu à aborder un problème qui n'avait rien à voir avec ça, mais un problème de relation dans une composante de la communauté d'agglomération d'Épinal. Et la grande difficulté, c'est toujours de discerner le vrai du faux, qui dit vrai, qui dit faux, à qui incombe la responsabilité à un moment donné d'un désordre, d'une relation qui parfois se distend et finit par crisper les uns et les autres. Ça, c'est pas la partie la plus facile. En tout état de cause, moi, je peux vous dire que j'essaye d'aborder les problèmes avec le plus de mesures possibles, d'essayer d'intervenir le plus en amont possible pour éviter les dispersions. Parfois, un bon dialogue dans des rapides peut éviter des dégradations très fortes. Mais faut-il encore réussir parfois à détecter ces situations? C'est pas toujours simple, j'en conviens. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres remarques? Non? Très bien. Je mets ce rapport aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je vous propose d'attribuer, si vous le voulez bien, une subvention à l'association La Grande Fabrique. La Grande Fabrique qui est une émanation de plusieurs musiciens, en particulier impliqués au sein du Conservatoire Gauthier d'Épinal, avec qui nous avons des habitudes de collaboration depuis maintenant plusieurs années, et qui organise le festival La Grande Fabrique, qui, je l'espère, sera un festival qui, dans les années qui viennent, pourra prendre encore plus d'ampleur et qui est vraiment d'une qualité assez exceptionnelle, qui marie plusieurs styles de musique, des chanteurs relativement connus ou méconnus, et on a vraiment des créations artistiques de grande qualité. En fait, on est sollicité pour appuyer le festival. Ce que j'avais indiqué, moi, à l'association, c'est que ça me semblait, le festival est magnifique, mais qu'il faut également un retour plus direct pour la commune. C'est un peu égoïste, mais bon, c'est comme ça, on fait valoir nos intérêts, d'être présent sur des événements importants. Ça a été le cas, par exemple, il y a 2 ans, sur l'inauguration de la fête de la musique. Ça a été le cas sur, par exemple, les cérémonies de diplômés. Ça a pu être le cas sur des vœux du maire à la population. Donc vous avez trouvé donc, dans ces différentes organisations, avec Sébastien Mabour qui gère de manière assez qualitative cet ensemble. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on puisse attribuer une subvention de 4 000 € à cette association qui permet notamment cette présence à plusieurs événements sur le territoire, mais également d'aider à l'organisation du festival La Grande Fabrique qui se déroule tous les 2 ans à Thaon-les-Vosges, à la Rotonde, en général en fin février ou début mars. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques sur cette délibération? Est-ce qu'il y a des questions? Non? Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Ensuite et enfin, me semble-t-il... Oui? Pardon, c'est bon? Ah, très bien. Je propose de solliciter des subventions sur des démolitions donc d'anciennes bâtisses à Girmont et à Honcourt. Donc nous avons pu être en voie d'acquérir un certain nombre de biens. Je ne reviens pas sur la difficulté pour le faire. Et nous avons donc effectivement l'ambition donc à Girmont aux 2 rues d'Alsace et à Honcourt aux 2 et 4 routes de Mazelet, donc de démolir des vieilles maisons qui, très franchement, se situent à des endroits très importants des villages, dans les quartiers, si vous voulez, de Girmont et d'Honcourt, et qui permettent globalement une amélioration très forte paysagère. La maison dont on parle à Honcourt est en plein milieu de l'intersection. En plus, elle est frappée d'alignement. Vous revenez de Mazelet, on est obligé de poser un miroir parce qu'on voit rien de ce qui vient à gauche. Et cette bâtisse est vraiment en très mauvais état. Et puis à Girmont, il s'agit de la maison effectivement de rue d'Alsace, donc qu'on appelait des sœurs Laurent. Un tout petit truc, un confetti là au-dessus de la rue Claude Razel,
qui empêche, en plus, quand on vient de Bécourt, d'avoir une belle perspective sur l'église, quand bien même l'architecte des bâtiments de France a considéré que ce bien était particulièrement important dans la structure paysagère du centre de Girmont. Pour ceux qui connaissent, c'est une interprétation assez curieuse quand même, hein. Bon, c'est ainsi. Et donc, ce qui est bien, c'est que nous avons pu... on peut solliciter un certain nombre d'aides qui ne sont pas énormes, mais tous les appuis financiers sont les bienvenus, puisque l'opération de Girmont coûte 21 413 € et que l'opération d'Oncourt est plus coûteuse, elle coûte 42 850 €. Parce qu'évidemment, toutes les opérations afférentes à la démolition, type désamiantage, même s'il n'y en a pas beaucoup, par exemple, font partie du coût des opérations. Donc on peut solliciter 2 141,30 € auprès de l'agglomération au titre de sa politique de lutte contre le bâti dégradé, 5 126 € auprès de la DETR pour Girmont, donc qui laisserait la ville un autofinancement de 16 287 €. Et en ce qui concerne Oncourt, on peut solliciter l'agglomération d'Épinal à hauteur de 10%, à 4 285 €, dans le cadre d'une politique qu'on affine un peu, puisqu'elle a plutôt vocation à se concentrer dans des communes inférieures à une certaine taille. Et ce qu'on peut faire valoir auprès de l'agglomération, c'est que ces communes ont le statut de commune déléguée, et qu'elles ne sont donc en conséquence pas des quartiers, et qu'on donc peut obtenir ces subventions que nous n'aurions pas pu obtenir sur la ville de Thaon-les-Vosges. Donc vous voyez comme quoi les politiques publiques peuvent être parfois intelligentes. Ça leur arrive. Donc je vous demande effectivement de m'autoriser à monter ces plans de financement et bien entendu à signer les conventions et à aller chercher ces subventions, je le souhaite. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Parce que c'est une erreur. Bien vu. Est-ce qu'il y a d'autres erreurs détectées ou d'autres questions? Il faut ajouter les deux financements, un peu tiers à celui de la ville. Non, je mets aux voix. Qui s'abstient, qui s'oppose? Je vous remercie. Nous devons programmer un conseil municipal avant la fin du mois, puisque c'est la date limite du 30 juin, celle du 30 juin pour aborder notamment le compte financier unique, ex-compte administratif. Et donc je vous propose la date limite, puisqu'il y a un certain nombre de contraintes de calendrier assez impératives qui se sont invitées depuis. On avait plutôt imaginé le 25 juin. Je vous propose le mardi 30 juin, 19 h, pour le prochain conseil municipal qui traitera donc prioritairement de l'arrêté des comptes de l'année 2025. Voilà, chers collègues, le conseil municipal a vu son ordre du jour être épuisé. J'espère que vous ne l'êtes pas. Il y a quelques signatures, je crois, à prévoir. Eh bien, écoutez, je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée.